après-midi dont on va aborder des sujets autour du retail et du e-commerce et de la complémentarité entre les deux et de ce qu'on appelle maintenant assez généralement le phygital. Mélodie Cazenave, donc une quinzaine d'années d'expérience dans le e-commerce, spécialement dans les structures multicanales. Et j'ai le plaisir d'accueillir un plateau très varié dans les fonctions aujourd'hui pour aborder ce sujet-là. Je vais vous laisser peut-être vous présenter sur qui vous êtes et votre rôle au sein des structures. Je démarre, merci. Et moi, j'ai rejoint la direction Diri-Jardin il y a quelques années maintenant, après un long passé dans le conseil. Et je m'occupe globalement d'innovation, de transformation de Diri-Jardin, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un des leaders de la distribution de matériel de piscine en France, voilà, dont le siège est à Toulouse, ou près de Toulouse. Merci Nicolas. Je continue. Ça marche ? Oui, c'est bon. Je ne suis pas sûr. Je suis directeur du centre commercial Blagnac. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans les centres commerciaux pour le groupe Clépierre. Et Aurélien Achard, bonjour à tous. Je suis commercial chez OneStock. Donc on est un éditeur de solutions d'order management system. On y reviendra un peu plus tard sur ce que ça veut dire. Et avant ça, j'ai bossé 7 ans dans le retail, dans une marque de lingerie. Merci. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit état, en fait, de commencer en fait, par la définition tout simplement de ce que va être le phygital, de faire un petit bilan et ensuite de commencer à échanger sur certaines thématiques. On a l'habitude de faire les questions plutôt en fin de séance. Ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir intervenir plutôt en fait pendant la conversation pour qu'on puisse éventuellement axer nos réponses sur des points qui peuvent vous intéresser plus particulièrement. Donc c'est valable dans la salle, c'est aussi valable pour les personnes qui sont en ligne. Donc vraiment n'hésitez pas, on a un retour sur les questions qui sont posées par le chat et voilà, on essaiera tous d'y répondre le plus précisément possible. Ah. Hop. Je peux juste remettre. Ouais, attends, je vais passer sur la. Je te parle. Ok. Donc si on peut commencer. C'est pas la bonne presse. Bon. Oh, c'est pas bien grave. On peut peut-être commencer en fait tout simplement par faire un état, puisque aujourd'hui en fait sur le dernier trimestre en e-commerce on a l'habitude de suivre des indicateurs surtout de la FEVAD qui est vraiment l'organisme qui nous donne des idées sur où est-ce qu'on en est et où on va. Et sur le dernier trimestre on a observé un recul de 36% des ventes de 32% sur le e-commerce. Donc on pourrait se dire que c'est un indicateur qui est plutôt négatif. Par contre en fait cet indicateur là il est à pondérer puisque depuis avant la période de crise sanitaire, on est quand même sur plus de 36% des ventes sur le e-commerce. Donc il y a malgré tout une transformation qui a été faite. Il y a une période de crise dont on va certainement y revenir, notamment sur la partie trafic en centre commercial. Mais voilà, il y a une vraie transition qui s'est amorcée sur cette partie. Que ce soit dans les petites structures, en fait, les PME, ou dans les gros groupes, des solutions ont été mises en place pour pouvoir s'adapter à une demande client, en fait, et à un comportement du client pour pouvoir répondre à ces demandes au plus vite et avec une meilleure connaissance. On a vraiment un parcours qui est multicanal. Il y a 80% encore des ventes aujourd'hui qui sont réalisées dans des commerces physiques, mais il y a 60% des clients qui font une première démarche, en tout cas, sur des outils numériques avant de se rendre dans les points de vente. Donc, il y a vraiment une complémentarité entre les deux. Le terme digital, à proprement parler, c'est quelque chose qui est apparu il y a une dizaine d'années. C'est une stratégie, en fait, le digital, qui va mêler ce qu'on attend du mieux, en fait, un outil numérique entre le physique, le retail, et le digital, donc le web, et à travers différents outils. On pourra avancer éventuellement, qui peuvent être soit dans les points de vente, donc on peut avoir par exemple des écrans à disposition pour consultation des stocks et commandes en temps réel, du paiement et effectivement qui peut se faire aussi par les vendeurs pour faciliter l'acte d'achat de manière générale, notamment en période de fort trafic comme en période de solde.
Et il y a également tout ce qui va être mis en place sur la partie numérique pour amener du trafic en boutique, notamment le click and collect, le web to store, toute la partie social media, stratégie social media. Voilà, il y a énormément de choses, énormément d'outils en fait qui sont mis en place dans cette stratégie digitale. Et donc dans cette évolution justement, qu'est-ce que vous avez pu observer, notamment pour une solution comme OneStock, comment la solution est venue répondre à cette demande des marques et des consommateurs? Chez OneStock, on travaille nous particulièrement sur la partie stock, hein, comme le nom de la solution l'évoque. Et on s'est aperçu que, au milieu de tous ces nouveaux outils, usages, qu'ils soient digitaux e-commerce ou services en magasin qui vont être déployés sur des réseaux, il y a aussi des améliorations reportées sur la gestion du stock. C'est-à-dire que souvent dans les organisations, le e-commerce est porté sur un stock entrepôt, là où on peut avoir des réseaux de plusieurs centaines de points de vente qui ont également du stock. Et un des enjeux auxquels on répond chez OneStock, c'est d'aller unifier finalement les stocks et de permettre à tous les canaux de pouvoir s'appuyer sur des stocks où est-ce qu'ils sont, c'est-à-dire directement dans les points de vente si nécessaire, et de mettre en place des scénarios de livraison qui vont partir directement du magasin au client final pour répondre à des commandes e-commerce. Donc on travaille sur cette partie-là pour aller optimiser finalement ce qu'on peut vendre en tant que retailer, et ce qui est en général un levier de croissance assez important, puisque quand on déploie cet effet mécanique du stock unifié, on peut aller chercher 20 à 40% de croissance sur un site e-commerce, par exemple. C'est important quand même, ouais, comme modification. Sur des réseaux de magasins assez denses. Oui, assez déployés. Forcément. D'accord. Nicolas, en 2018, dans une interview, non, c'était une intervention. C'est très très loin déjà. Oh ouais, avant la crise. Vous imaginez un petit peu le futur du e-commerce comme allant vers du service au client plus que vers du produit à proprement parler. Comment ça s'est amorcé justement chez Éric Jardin? Quels projets ont été déployés? Alors ça reste la stratégie n'a pas changé, c'est plutôt bien. Plutôt bon signe. Voilà, on mise encore beaucoup évidemment sur cette partie servicielle parce que la piscine c'est quelque chose de compliqué. Si vous êtes propriétaire d'une piscine, il faut traiter son eau correctement, on a besoin de conseils, c'est des milieux qui en général sont assez corrosifs. Donc on a besoin de pouvoir discuter avec quelqu'un et de conseiller. Donc on a beaucoup misé là-dessus. On n'a pas démarré par les stocks, mais on y viendra fatalement un jour. Hein. On a démarré par le référentiel client, puisque ce que j'ai pas dit, c'est que Éric Jardin, c'est 150 magasins à peu près. L'essentiel sont des franchisés. Et c'était évidemment important d'avoir un référentiel client unique, évidemment multicanal, en sens qu'on puisse reconnaître un client sur le digital ou en magasin, et faire en sorte qu'on puisse reconnaître que c'est le même client pour s'adresser à lui de manière intelligente et offrir ensuite les services qu'on entendait lui offrir. Donc on a mis ça en place il y a juste à peu près à cette époque-là. Et puis on a pu développer un ensemble de services dans nos magasins qui nous permettent de nous différencier. Et aujourd'hui, on va même vers des mises en place de technologies IoT pour non seulement connaître le client, mais l'objet que le client a chez lui et qui nous intéresse le plus, c'est sa piscine. Quoi de mieux que d'y plonger un objet qui en fait nous permet de récupérer de la data et ensuite s'adresser à lui de manière la plus pertinente possible. Donc je pourrais développer tout à l'heure si ça vous intéresse, mais voilà. C'est aussi un service que d'être capable de s'adresser au client en lui donnant les bons conseils, par exemple de traitement de son bassin, au travers d'un objet IoT qui s'appelle Joé, et qui est un vrai service pour le coup, qui est basé sur la technologie, et qui est un vrai complément au service qu'un client peut avoir, au conseil qu'il peut avoir lorsqu'il se déplace en magasin. Tout en disant qu'on a une vraie stratégie digitale, mais tout le digital pour nous, c'est une stratégie de web to store. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du digital pour vendre sur l'e-commerce, on n'est pas un pure player. On préfère toujours quand le client vient dépenser son argent en magasin.
parce que là, évidemment, on peut lui proposer beaucoup d'autres choses. On peut le fidéliser. Voilà. C'est pas mon voisin qui me contredira. Donc voilà, notre stratégie, toujours basée sur le service et avec l'aide de technologies un peu modernes et ce référentiel client unique, on arrive à être relativement précis en termes de personnalisation et de ciblage de nos campagnes marketing, ce qui était voilà, un point important pour nous. Il reste beaucoup de choses à travailler, mais au moins ça, on l'a réussi. D'accord. Donc on le voit, que ce soit sur la gestion des stocks ou sur le référentiel client, la data, c'est vraiment quelque chose de central. Pour un centre commercial, comment ça se met en place justement? Comment on arrive à traiter ça? Alors, plusieurs points. C'est vrai qu'un élément essentiel, c'est la data. Alors, je trouve ça assez intéressant parce que j'arrive pas encore à détecter à travers un robot ce que nos consommateurs ont envie demain. Alors, on a des tendances, on sait à peu près ce qu'ils ont envie. Par rapport à ça, déjà, le consommateur, c'est un consommateur. En fait, déjà, ça veut dire qu'il a évolué dans sa démarche, il est volatile. Il vient consommer sur différents supports. Donc le digital, c'est le web to store, c'est le click and collect, c'est l'ensemble de drive to store et autres. Voilà. En clair, aujourd'hui, il s'agit d'aller chercher le client et le consommateur chez lui. Déjà, ça c'est une première étape. C'est-à-dire qu'il est derrière son ordinateur, il va commander. Alors c'est bizarre, il va aller chercher éventuellement son produit dans un locker. Donc ça veut dire que le locker aujourd'hui, on le voit de plus en plus, ils sont dans des magasins. Donc on essaye aussi de créer un lien, et ça c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que quand il va venir dans le lieu de consommation, peut-être qu'il aura envie d'aller découvrir d'autres boutiques, d'autres, je dirais en tout cas, produits. Donc c'est ça, c'est aussi un élément important, c'est qu'on disait auparavant, les lockers, oui, ça va à l'encontre du commerce, mais finalement, aujourd'hui, ça fait partie, c'est à part entière, en fait, dans la boutique ou dans l'espace de vente. Une fois qu'il a commandé, il vient chercher. Alors c'est assez surprenant, mais il vient chercher aussi dans la boutique. C'est-à-dire qu'il a anticipé son achat et il vient voir dans la boutique le produit, en tout cas il vient le chercher. Et le rôle finalement du commerçant, c'est de lui donner envie d'aller chercher d'autres produits. On a toutes ces démarches-là finalement sur le consommateur et plus on le connaît, mieux c'est. Comment on le connaît, c'est qu'il va venir s'inscrire sur notre site internet, il va venir s'inscrire sur notre newsletter, et donc du coup on va essayer de créer du lien avec lui, mieux le connaître. Qu'est-ce qu'il vient acheter dans le centre commercial? Et pour ça aussi, on a des outils qui sont assez intéressants. On vous traque avec votre téléphone et on sait où est-ce que vous vous déplacez dans le centre. Et donc, quelle est votre boutique préférée? En tout cas, quelle est celle qui attire le plus? Donc, on sait aussi quelle est la tendance, au-delà des études qui sont faites sur le regard du client. La question aussi, c'est de dire, depuis 2019, il y a une crise. On en est où 2021? Alors oui, quand on interroge nos clients à travers une étude Putlock, à travers les Facebook, à travers différents supports aussi aujourd'hui, on essaye d'aller chercher le client dans les réseaux sociaux pour voir comment il réagit. On s'aperçoit qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont consommé plus dans la proximité, dans le commerce de proximité. C'est-à-dire que nous, quand on les interroge, à 40%, où est-ce qu'ils sont allés le plus souvent? C'est dans le commerce de proximité. 44% pour le centre commercial et 26% pour Internet. Donc on aurait pu penser que Internet avait pris la part belle, mais non. Finalement, on voit qu'il y a une nouvelle tendance aussi sur consommer mieux, consommer plus proche. On est sur du recycling avec Vinted et autres. On voit bien qu'il y a une évolution du consommateur. Donc nous, notre rôle, à travers la data, à travers différents supports qu'on essaye de mettre en place, l'objectif, c'est de mieux comprendre ce que veut notre client et lui apporter, bien évidemment. Voilà. D'accord. Et justement, par rapport à cette crise qui a eu un impact directement sur le trafic dans les centres commerciaux, il y a des tendances phares qui se sont décrochées en fait, sur de nouveaux outils, par exemple, qui ont été mis en œuvre, qui ont été portés par les centres commerciaux et pas forcément par les boutiques. En fait, une stratégie qui aurait été portée par les centres commerciaux pour revenir du trafic dans ces centres. Alors déjà, pendant la crise, on a eu une stratégie marketing, ça peut surprendre tout le monde, mais on avait besoin de rassurer nos clients sur tout ce qui était mis en œuvre pour les protéger.
Donc ça va de la borne de gel à des audits spécifiques pour vérifier que nous avons mis en œuvre toutes les mesures pour protéger le client. Alors, pour moi, c'était du marketing. Ça peut paraître surprenant, mais pour moi, c'était une vraie stratégie marketing. Depuis, oui, il faut le fidéliser, il faut le recruter. Donc, qu'est-ce qu'on a pu mettre en œuvre? C'est que depuis le mois d'avril 2022, on a créé une carte fidélité. Donc, il y a 5000 membres aujourd'hui qui sont inscrits sur cette carte de fidélité. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire gagner des places dans différents lieux qui sont nos partenaires. C'est d'offrir une carte cadeau chaque semaine. C'est une carte cadeau beaucoup plus importante avec un prix de 150 € par mois. Voilà. C'est vraiment essayer de créer un lien. Alors là, qui est plutôt, on va acheter le client, finalement, on va le recruter, on va lui donner envie de venir chez nous plutôt qu'ailleurs. Voilà. Donc ça fait partie des stratégies, au-delà d'analyse de la data. D'accord. Ok. OneStock, par exemple, sur pendant toute cette partie de crise sanitaire, l'outil de e-réservation a dû être quelque chose d'important. Il y a un outil aussi qui peut-être s'est développé, c'est la partie réservation de rendez-vous physiques. Comment ça s'est... Tout à fait. On a constaté déjà un accroissement des ventes e-commerce quand même, malgré tout, sur cette période de Covid. Ouais. Notamment en France, où on disait souvent, nous, on a deux marchés principaux qui sont la France et l'Angleterre. On avait des retailers anglais qui étaient autour de 15%, on disait, du poids du e-commerce dans leur activité globale. En France, on était entre 5 et 10 et on est passé aujourd'hui plutôt vers les 15%. Et les Anglais sont encore montés. Donc il y a eu ce premier effet-là. Et puis effectivement, nos clients ont besoin de rassurer leurs clients sur l'accueil en magasin. Et donc ils ont voulu déployer des services de réservation, de prise de rendez-vous pour pouvoir garantir à leurs clients un accueil sanitaire qui soit en phase avec les injonctions de l'époque. Et donc du coup, c'est ce qui a été déployé dans pas mal de réseaux. Alors ça a beaucoup été sollicité, plébiscité par les clients. Et puis là, on voit quand même que c'est des outils qui sont aussi un peu en train de retomber en termes d'usage actuellement. Donc il y en a qui arrivent à maintenir un bon niveau de rendez-vous. On est plutôt sur des marchés premium. Et ça, c'est aussi des choses qu'on constate qui sont plus une lame de fond, mais en Angleterre, ou sur des clients dans la mode premium, où il y a une culture d'avoir des rendez-vous dédiés. Et donc, je pense que c'est des choses qui se sont installées aussi dans le paysage. Mais après, sur certaines typologies verticales du retail, on le retrouve moins. D'accord, très bien. Nicolas, comment ça a pu évoluer toute la partie digitale, justement, avec des boutiques, la stratégie de trafic en boutique qui était en pause, les personnes qui avaient de plus en plus de temps pour profiter de leur intérieur et de leur extérieur, donc une plus forte demande, mais un besoin d'ajuster derrière pour répondre à la demande, certainement. Oui, alors ça a été compliqué parce qu'on faisait partie de cette cocoon économie qui a beaucoup bénéficié de la crise sanitaire. Alors, c'est des soucis de riches, c'est vrai, mais enfin, c'est quand même des soucis quand on fait plus de 30% de croissance par an, ça désorganise. Ouais. La logistique e-commerce, je ne vous dis pas, on n'était pas capable de suivre. Donc, on a augmenté les frais de livraison en se disant, les clients vont se décourager, mais même pas. Ils continuent à commander et nous, on n'arrivait pas à livrer. Donc, on a pris la décision d'externaliser notre préparation web parce que on a notre propre logistique. Alors, on n'est pas mauvais pour préparer des palettes et livrer des magasins, mais livrer du petit colis, c'était pas le même métier. Et celui-là, on le faisait pas très bien. Alors, avant la crise sanitaire, c'était pas très grave, parce qu'encore une fois, on n'a pas de velléité de devenir un pure player et de faire des croissances impressionnantes sur le web. C'est encore une fois une vraie stratégie de web to store, amener les clients en magasin. Mais on a quand même pu profiter, grâce à cette externalisation de la préparation web, on a pu livrer avec des promesses, on va dire, correctes, et récupérer beaucoup de data qu'on utilise aujourd'hui, avec un trafic qui s'est complètement retourné cette année. On doit faire, je crois, moins 40%. Alors c'est vrai que quand on a fait plus 300% pendant 2 ans, faire moins 40% après, c'est pas très grave. Ça fait quand même bizarre au niveau des outils qu'on a pu mettre en place. Quand on suit des indicateurs, on peut se faire peur si on n'analyse pas froidement les chiffres. Néanmoins, ça a quand même été vachement intéressant. Maintenant, comment on utilise ces datas pour faire en sorte que ces clients-là continuent à venir dans le magasin, c'est ça la vraie question.
à un moment où il y a vous l'avez vécu cet été, il y a un peu une campagne de piscine bashing. L'eau, c'est pas bien. Bon, je crois que c'est assez passager parce que quand on a un bassin, une piscine, il y a un vrai plaisir à se baigner, à utiliser l'outil. Pour peu qu'on propose des offres et des services qui permettent d'être, j'ai envie de dire, cohérent, responsable, on peut utiliser une piscine sans forcément être un escroc et un détracteur de la nature. Donc on développe évidemment beaucoup de communication, beaucoup de support, beaucoup d'offres en ce sens, et s'assurer que voilà, les clients reviennent ensuite dans nos magasins. Alors Joël, l'analyseur connecté dont je parlais tout à l'heure, c'est bien ça. On en a fait, au-delà d'un objet connecté, une application de feed pour clients premium. Et on propose toute une série d'offres premium pour ces clients-là, telles que, par exemple, si vous traitez bien votre bassin, si tous les paramètres du jouet sont en vert, évidemment, nous, on le voit, et on va vous offrir des points de fidélité que vous pourrez venir consommer dans nos magasins. Donc ça nous donne une image très vertueuse, ce qu'on est, bien évidemment. Et on récompense les clients qui traitent correctement leur bassin, qui font des économies d'énergie en filtrant correctement et des économies de chimie. Parce que la chimie d'un bassin, c'est pas forcément hyper bon pour la nature. Donc moins on en utilise et mieux c'est pour sa santé aussi d'ailleurs. Donc voilà, on communique sur tout ça et tous les outils qu'on a mis en place avec ce référentiel commun nous permet d'avoir une base de données unique et de nous adresser de manière la plus personnalisée possible à ses clients. Et ça marche plutôt pas mal parce que on offre un vrai service, c'est-à-dire que c'est pas uniquement une opération marketing. J'ai eu l'occasion d'en faire la preuve lorsque cet été, juste avant l'été, on a eu un petit souci technique sur notre jouet. Les clients ne pouvaient plus accéder à leur application mobile. Bon, on a quand même vendu plusieurs dizaines de milliers. Et là, la panne survient à 19h un soir. Le lendemain matin, on avait mobilisé la moitié de la boîte, du siège là-bas, à peu près 100 personnes, pour prendre les appels au téléphone de clients. Et moi-même, j'en ai pris pas mal, des appels. Et en fait, c'était très intéressant parce que j'ai eu plusieurs clients qui m'ont dit « Mais oui, vous comprenez, monsieur, sans jouer, comment je fais, moi, avec ma piscine ?» Donc c'est intéressant de noter qu'il y avait un vrai service auquel les gens étaient attachés. Et pour autant, ils acceptent tout ce qu'on peut leur proposer comme opération marketing autour de cet objet parce que ça leur offre un service. Donc on espère que ça, plus, j'ai envie de dire, notre marketing hyper ciblé, va nous permettre d'être plus performants que nos concurrents et que nos clients continueront à rentrer dans nos magasins, puisqu'au bout du bout, c'est quand même ce qu'on recherche. Dans un réseau de franchisés, l'objectif est certainement pas de rajouter un bouton sur l'appli pour dire aux clients on vous envoie votre chimie directement chez vous. On pourrait le faire, c'est facile. On prendra un one stock pour gérer les stocks et voilà. Mais on tient à ce que le client passe par le magasin parce que c'est toujours un moyen de nouer une relation et quand on vend du service, c'est clé pour la réussite et pour l'avenir. Donc le magasin a accès justement à ces datas pour pouvoir aiguiller au mieux le consommateur. Oui. C'est vraiment même l'information, en fait, le client qui vient du e-commerce et qui derrière revient dans la partie retail. Il a accès au RCU, il a des outils à sa disposition qui lui permettent de lancer de manière totalement autonome ses propres campagnes marketing. Sauf qu'un vendeur dans un magasin Éric Jardin, ce n'est pas un expert du digital. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont poussées, proposées par la centrale au titre des services qu'on rend à nos franchisés. Et donc, voilà, ça reste quand même l'essentiel de la stratégie digitale du magasin. C'est quand même la centrale qui le propose au titre des services que l'on propose. Ceci dit, il y a des magasins qui font beaucoup de choses par eux-mêmes et les outils qu'on a mis à leur disposition leur permettent d'être autonomes, d'envoyer leur propre campagne de manière hyper ciblée. Si vous voulez envoyer un mailing le samedi à quelqu'un qui n'a pas traité son eau depuis plus d'une semaine, qui a un pH bas, qui habite dans tel quartier et dont on est certain qu'il a une piscine, c'est possible. Voilà. Super, très bien. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là de la table ronde ? Je ne sais pas s'il y en a. Non, pas encore en ligne.
Pour ce qui est du Figital, en fait, on parle aussi beaucoup d'une expérience unifiée. Enfin, on est beaucoup autour de l'expérience, en fait, pour éviter une fuite du client, tout simplement, dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Sur cette partie, justement, de l'expérience, il y a pas mal de boutiques qui, notamment dans la mode, en fait, qui se sont développées avec, en 2015, à Toulouse, il y a eu Undies, qui est une marque de sous-vêtements prêt-à-porter, qui avait développé la Undies Machine, exactement, avec une surface qui était assez petite, 45 mètres carrés pour une boutique en centre-ville, mais qui avait accès à l'ensemble du catalogue par des tablettes, en fait, enfin plus que des tablettes, en fait, des grands écrans en point de vente qui permettaient de commander des références qui n'étaient pas visibles en stock, de faire passer cette commande au point de gestion de stock qui était sous le magasin et dont les commandes remontaient par un système de capsules, en fait, dans des tuyaux dans le magasin. Donc il y avait un côté très showroom, vraiment une expérience ultra poussée. C'est un concept qui n'est plus justement à Toulouse, qui s'est développé dans d'autres villes mais qui n'est plus à Toulouse. Donc il y a une mutation là aussi qui a été faite sur les usages et sur la partie vraiment personnalisation. Sur les centres commerciaux notamment, on est vraiment dans une logique, enfin, j'ai vu que le centre Clépierre était dans une logique de RSE énormément aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme mutation qui va accompagner justement le côté expérientiel pour le client et en même temps cette côté mutation du centre commercial, mutation RSE Alors sur l'expérience, déjà on essaye chez Clépierre que nos clients arrivent dans un centre commercial qui va être propre, qui va être agréable. C'est les basiques, ce qu'on se dit là, mais c'est déjà le début d'une expérience. Il faut qu'elle soit positive. Par exemple, à Blagnac, on a décidé de dépenser quelques millions d'euros pour refaire le centre commercial. Voilà, ça veut dire qu'on va arriver dans un univers avec des espaces de repos qui sont agréables, avec différents items où on se sentira bien. Voilà, ça c'est déjà une des des premiers éléments à mettre en œuvre. Mais avant tout, l'expérience, c'est en effet, ce sont les boutiques qui créent l'expérience. C'est-à-dire que nous, c'est un lieu de passage, il faut que ça soit agréable, mais l'expérience, elle va être vécue dans la boutique. Alors, il y en a qui arrivent très bien à créer des expériences à travers leur ambiance, mais aussi finalement, on en parlait avec OneStock, mais c'est la solution, c'est dire je viens dans un magasin, ou en tout cas j'ai préparé, je sais qu'il y a tel produit. C'est déjà le début d'une expérience, parce que je sais que je ne vais pas attendre, ou en tout cas quand je vais aller dans la boutique, on va me dire attendez, on va regarder si elle est dans l'autre boutique, et l'expérience, c'est dire on va vous amener un service. Voilà. Donc il y a différentes boutiques aujourd'hui qui arrivent à emmener leurs clients. Je pense à des Starbucks. On vient d'ouvrir une boutique qui s'appelle Pokawa. Là aussi où les clients commandent sur une tablette, mais parce qu'ils aiment bien finalement aussi l'écran. Aujourd'hui, on voit bien que le fait de toucher, d'être dans le digital aussi, c'est quand même quelque chose qu'on vit en permanence et que finalement ça continue dans la boutique comme McDo peut le faire. Donc voilà, ça c'est déjà le début d'une expérience. Ce qui est bien, c'est qu'ils soient accompagnés. Je trouve que la tablette ou autre, c'est bien, mais il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse accompagner, parce que tous les clients ou toutes les clientes n'ont pas un usage facile avec ce type de produit. Et plus accompagner, monsieur, parce que ce que viennent rechercher aussi nos clients et l'expérience, c'est que justement, par rapport au web, ils viennent avoir un conseil. Et l'expérience client, elle est là, c'est-à-dire, on va me renseigner, je vais vivre un moment, et finalement, pour moi, aujourd'hui, le commerce physique, c'est un des débuts du lien social. On vient rencontrer des gens, on vient parler à des gens. On est de plus en plus aujourd'hui, à travers la société qui a évolué derrière un écran. On est de plus en plus à jouer de ce côté et autres. On est de moins en moins finalement dans le physique. Donc du coup, le lien est un lien social. C'est-à-dire que finalement, le commerce devient le lieu, un centre de la société, et il représente finalement un lieu ou un endroit où je vais vivre un moment, une expérience. Alors, nous, on a développé à travers ça aussi dans le centre commercial des expériences, c'est-à-dire qu'à travers les events qu'on organise, on propose à nos clients de vivre une expérience différente, surprenante. Alors, vous parlez de RSE, il y a une action qui vient d'être menée à Blagnac, qui s'appelle la Green Week, où on emmène nos clients pour découvrir ce que fait le centre commercial, par exemple,
exemple en termes de tri de déchets, mais aussi finalement découvrir différents lieux et différentes expériences autour de développement durable, autour de je fais attention à mes gestes tous les jours sur le développement, sur le durable. Voilà, ça c'est aussi des actions qu'on essaye de mettre en avant parce qu'on y est très attaché. Voilà, ça fait partie des évolutions de la société aussi. Et demain, je pense que le métaverse est une solution où certaines foncières vont, et c'est bien, mais je pense qu'il y aura toujours quand même le physique, et on sera toujours sur la nécessité de rencontrer quelqu'un et de parler à quelqu'un. D'accord, très bien. Olivier, justement, sur cette partie RSE, avec énormément de clients dans la mode, dans toute cette partie-là où il y a une mutation, là aussi, qui s'est opérée dans les comportements d'achat. One Stop a observé justement ces mutations-là. Et c'est quelque chose que vous accompagnez avec une chaire, j'ai vu là, ces derniers jours. Tout à fait. On a signé une chaire académique la semaine dernière pour essayer de contribuer à un retail plus respectueux de l'environnement et de la société globalement. Après, c'est dans une continuité, puisque avec la solution, nous, on est un logiciel qui est utilisé par des retailers. On leur permet déjà d'essayer de mieux vendre leur stock, c'est-à-dire un stock équivalent finalement, d'essayer d'avoir un meilleur écoulement, d'être moins dans une politique aussi de baisse de prix, et donc d'essayer de vendre leurs produits là où sont les clients, c'est-à-dire si un client qui va en magasin et qui ne trouve pas le produit pour lequel il était venu, d'avoir une solution logicielle qui permet de pouvoir lui passer commande et de gérer derrière le flux logistique en conséquence. Donc on est dans ce mouvement-là, et on voit effectivement, c'est vrai dans la mode, mais c'est vrai aussi dans tout le retail en général, et puis dans la société au global, qu'il y a une volonté d'aller toujours vers des choses plus vertueuses. On le voit aussi dans le monde du transport, où de plus en plus nos clients essayent d'utiliser notre promesse de livraison pour promouvoir des modes de livraison qui sont le plus green possible. Et là, pareil, sur les réseaux de magasins, souvent le click and collect est souvent une option de livraison qui est plébiscitée par les clients, justement aussi pour ce côté écologique. Et l'aspect seconde main aussi qui se développe aussi énormément chez des Oui, enseignes magasins. Oui, tout à fait. On a plusieurs clients qui ont ouvert même des corners seconde main comme petits bateaux. On retrouve dans des magasins une partie seconde main directement. Ils fonctionnent en mode avoir, donc c'est un peu différent d'un fonctionnement de Vinted par exemple. Mais effectivement, c'est une lame de fond aussi qu'on observe. Nicolas, tu l'as abordé justement un petit peu tout à l'heure avec ce bashing qu'il y a eu cet été. Est-ce que c'est quelque chose qui a modifié ou accéléré certains projets Oui, certainement. Enfin, on a lancé, nous aussi, il y a un an, parce qu'il fallait une activité seconde main qui fonctionne plutôt pas mal, qui, pour le coup, est uniquement accessible par Internet. Alors, on utilise notre réseau pour récupérer du matériel endommagé, à réparer. On le répare à la centrale, ici à Toulouse, et on le remet en vente sur Internet. Ça marche plutôt pas mal. Ça permet d'adresser un marché un petit peu différent, peut-être, de notre clientèle classique, on va dire. Et puis, c'est bien pour l'image et le côté RSE. On fait beaucoup de choses aussi avec nos fournisseurs sur le côté RSE pour développer des offres et des produits qui sont le plus vertueux possible. Je pense que c'est bien parti pour continuer. Alors, en t'écoutant tout à l'heure, je me dis que c'est vrai que le côté expérientiel, il est quand même clé, l'expérience client. Enfin, on en parle depuis longtemps déjà. Nous, on la travaille beaucoup. Et je m'étais dit, en t'écoutant, qu'on pouvait peut-être mettre des spas dans le centre commercial de Blagnac. Et la pub, ça pourrait être amener votre maillot de bain à Blagnac, quoi. Et on propose aux gens de se tremper dans 4 beaux spas Éric Jardin, puisqu'on commercialise aussi des spas, pour proposer une expérience un petit peu différente, éventuellement avec une formation un peu de type RSE sur comment on traite son spa en étant vertueux. En tout cas, je suis le premier preneur. Je vais bien tester. Au moins, cette présentation aura servi à quelque chose. Je vais te reprendre dessus. Mais c'est vrai qu'on a, par exemple, quand tu évoques ça, on a essayé de faire vivre en tout cas des expériences dans le centre Let's Run, c'est-à-dire qu'on faisait courir nos clients dans le centre. Ils faisaient du ventre-glisse et autres. On a essayé quand même de s'amuser un peu avec eux. Et on est très sur le thème Let's Play, donc pourquoi pas, comme au stade, avoir un spa
pas avec faire vivre une expérience. Tout à fait. On n'annonce pas au stade, Oui. donc pourquoi pas dans un centre commercial. Ou comment monter une stratégie à la mêlée, c'est super. Voilà. Bah, c'est ça l'agilité. C'est un bel exemple. Très bien. Si on veut aller sur un petit peu d'ouverture sur tout ce qui va être justement réalité augmentée, réalité virtuelle par rapport à vos activités respectives, ou de manière plus large sur ce côté digital, comment vous imaginez la suite pour les mois et les quelques années qui viennent? Ça va tellement vite. Ah, ouais, ça va vite. J'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure en disant une tablette dans le magasin. Enfin, je pense pas que le client il se déplace en magasin pour taper sur une tablette. Il est mieux dans son fauteuil. Moi, je me suis beaucoup battu là-dessus, pas chez Jardin, mais dans ma vie précédente, pour expliquer que ça servait à rien. Il fallait une autre promesse. Enfin, ça peut avoir évidemment beaucoup d'utilité, mais voilà, il y a des cas d'usage, à mon avis, qui sont pas les bons. Dans notre métier, c'est évident que quand on veut faire construire une piscine, c'est quand même sympa de l'avoir dans son environnement. Donc une des choses qu'on a faites très récemment d'ailleurs, puisque ça a été déployé l'année dernière seulement, on a refondu notre système de 2 visages qui permet de procurer une expérience client un peu, voilà, peut-être pas waouh, mais enfin sympa. Lorsqu'un client s'installe pendant 1 heure parfois à côté de nous pour faire un devis de piscine. Et il ressort avec donc un devis qui est joli. C'est pas une liste d'articles voilà, toute simple qui permet de préparer la commande, quoi, en gros. Mais voilà, quelque chose de bien rédigé, avec des photos, qui sort avec un beau document. Et une piscine modélisée en 3D qui peut voilà, placer ensuite lui-même avec son smartphone en réalité augmentée au milieu de son jardin. On l'a fait pour la piscine, et puis tant qu'à faire, on l'a fait pour d'autres objets aussi. C'est un peu moins pertinent, parce que si vous achetez un robot de piscine, bon, on n'a pas forcément envie de le voir dans votre piscine, mais bon, ça existe aussi. Donc un QR code, vous pouvez scanner le QR code, et puis votre robot, en réalité augmentée, vous pouvez le mettre dans votre bassin. Voilà, il y a des gens qui le font peut-être. Enfin, bon, on était parti d'un projet avec une start-up de Nantes sur la digitalisation de tout notre catalogue produit, en fait. Et donc, puisqu'on a maintenant l'intégralité de notre catalogue en 3D, à l'origine du projet, c'était un projet de Immerge, pour faire des planogrammes dans le cadre des réimplantations ou implantations de magasins nouveaux. On s'est dit, tiens, maintenant, cette bibliothèque d'images 3D, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc on en a fait, voilà, ça. C'est aussi disponible à certains endroits sur notre site web. Et puis on a fait un pas vers le métaverse, mais bon, un tout petit, c'est-à-dire que on a digitalisé un magasin en 3D. Et puis dans ce magasin, on peut aller manipuler en 3D. Alors, pas digitaliser un magasin en 3D, pardon. On a filmé un magasin en 3D. C'est de la réalité augmentée et non pas du vrai métaverse. Et donc on peut aller visiter le magasin, s'arrêter devant les produits, les manipuler, avoir des conseils. Enfin, avoir des conseils. Il y a une liste de conseils, il n'y a pas de conseiller virtuel. Il y a une liste de conseils et puis ensuite, avec un clic, on se retrouve de manière très, très transactionnelle sur notre site web. Donc on a fait ça aussi pour tester un peu voilà, les technos qui nous permettraient demain d'aller vers un éventuel métavers. Mais bon, je pense que voilà, on va laisser ça à la prochaine génération qui est née avec des jeux vidéo dans les mains. Et ça peut être intéressant, je pense, voilà, pour le côté expérientiel, mais bon, ça se termine toujours sur quelque chose d'un peu transactionnel sur un site web. Personnellement, moi je préfère me déplacer en magasin que de passer 1 heure avec un casque pour aller visiter un magasin virtuel. Mais ça, c'est une question de génération. Vous voyez mes cheveux blancs. La génération de culture, ouais, ça peut dépendre. Aux États-Unis, Ikea est en train de tester une application créative en fait, où on peut vraiment modéliser son intérieur et y placer l'ensemble ou presque du catalogue. Alors, c'est marrant parce que j'avais bossé dans mon ancienne vie pour Ikea justement sur un projet qui consistait à modéliser soi-même sa cuisine, avec des petits éléments de cuisine sur une plaque. Et donc la grand-mère de 60 ans, elle prend des Lego en fait, elle dispose ses meubles, et en temps réel, c'est modélisé en 3D sur une tablette. Et ça a été assez peu déployé par Ikea, ouais, je le regrette, mais c'était un beau projet qui permettait de modéliser en 3D avec 0 compétence. Parce que si vous avez essayé de modéliser en 3D, bon, faut avoir un peu de temps, quoi. Faut aimer ça. C'est quand même pas, voilà. Si on veut aller vite, c'est loupé, quoi. Ouais.
Et ça s'est complété justement dans le côté personnalisation et expérience, par un système de chatbot qui pousse des tableaux Pinterest personnalisés pour la tendance du moment. Vous êtes plutôt cocooning, esprit aventurier. Enfin, voilà. Donc il y a cette stratégie mise en place. Olivier, peut-être, le futur des centres commerciaux dans cette digitalisation. Reste pas dans les centres commerciaux. C'est un bon vendeur, hein, il y arrive bien. Non, alors j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais en tout cas nous on n'est pas prêts, on n'y est pas encore sur le métaverse. C'est pourtant, on s'en parle là, hein, c'est le début, mais qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? On y sera peut-être. Il faut qu'on soit en tout cas à l'écoute de cela, puisque nous, on essaie de faire vivre de temps en temps, et notamment, c'est quand même une caractéristique, un peu un ADN à Blagnac, de vivre en réalité augmentée. Il y a 6 ans ou 7 ans, on avait fait vivre une expérience en 9D, où on essayait d'entendre crier nos clients à travers cette expérience-là. On a fait du Let's Fly, c'est-à-dire qu'on faisait vivre à nos clients une opération où ils avaient l'impression de survoler des espaces. Donc je suis quand même très attaché à la réalité augmentée. Pour autant, je pense que le métaverse et notre développement à travers ce support-là, on n'est pas prêt. Il faut qu'on appréhende mieux ce marché-là. Une foncière parmi les foncières importantes a commencé le sujet. On va regarder comment ça se passe et je pense qu'on ira après. Voilà, mais on ne va pas être les premiers et on va analyser un peu ce qu'il y a derrière puisque ça a des coûts très importants et voir les retombées finalement qui existent. Nous, aujourd'hui, notre modèle économique, il est basé sur les clients dans nos centres commerciaux. Parce qu'ils vont consommer et ils vont ainsi fréquenter les centres commerciaux. Donc notre modèle, il est là. Il n'est pas encore dans d'autres solutions, je dirais, de réalité augmentée. Aurélien, comment OneStock se prépare au futur du retail et du e-commerce? On se prépare en étant toujours à l'écoute de ce que veulent faire nos clients, donc en étant capable d'avoir une solution qui soit adaptée aux différents segments du retail, savoir traiter la seconde main par exemple de façon pertinente, d'avoir une promesse client qui soit toujours plus fine et qui prenne en considération la complexité logistique qu'il peut y avoir dans un univers de mode. Envoyer des vêtements, c'est pas très compliqué. Chez les Jardins, quand on commence à avoir des robots de piscine, etc., les transporteurs qui sont capables d'expédier ces produits-là, c'est pas les mêmes. Et donc, du coup, la promesse est impactée. Donc, c'est tous les sujets qui nous animent, sont justement d'aller travailler cette promesse client, la complexité organisationnelle et logistique qu'il y a derrière le e-commerce et les commandes en magasin. Merci. On va peut-être commencer à prendre des questions. Quelles questions ça vous évoque en fait ce sujet? Là, on était surtout dans des structures en fait qui sont bien établies. Peut-être que vous avez des questions qui vous concernent par rapport à votre propre activité, par rapport à des commerces peut-être que vous avez pu créer en utilisant le social media, un outil e-commerce que vous avez peut-être implanté récemment. Voilà. Est-ce que ça évoque des questions chez vous? Oui. Merci. Bonjour. Moi, j'ai une question qui concerne peut-être plus Irijardin. L'idée, c'est savoir, est-ce que vous arrivez à mesurer ou calculer si vos opérations via le site web, est-ce que vous arrivez à calculer le fait que la fréquentation dans les magasins augmente? Je sais que c'est difficile. C'est très difficile avec le web. On y arrive avec le mobile to store, parce que là, c'est traqué. Mais le site web ne peut pas traquer. C'est encore plus difficile avec les nouvelles règles, si on veut être compliant. Donc, en fait, on ne se pose pas cette question et on s'en moque un peu, nous, parce que le chiffre d'affaires e-commerce, c'est pas celui qui est important. C'est le chiffre d'affaires du groupe, de l'ensemble des enseignes. Pour le moment, il progresse et on ne va pas essayer, mais on sait que si on arrête notre site web, il devrait diminuer. Parce que 70% des achats, c'est le chiffre qui est communément admis, des parcours clients, comme on les appelle, qu'on a beaucoup travaillé, démarrent sur Internet. C'est une évidence. Donc voilà, c'est pas une question qu'on se pose. Très compliqué à mesurer. Alors on arrive sur des opérations précises. Je vais vous parler de la mienne là tout de suite, peut-être, comme ça vous verrez que je pourrais vous traquer éventuellement.
Mais pour vous qui nous écoutez, j'ai un petit cadeau, enfin en tout cas pour les 5 plus rapides. Sur notre site web, vous pourrez bénéficier d'une remise de 100 € pour les 5 premiers qui utiliseront le code promo, je fais du commerce, hein, MELEXJOE2. Alors je vous l'appelle, hein, MELEEX JOE, J-O-E-Y, 2, le tout attaché. Vous utilisez ce code promo-là. Alors, le mettre sur le chat, je sais pas si on peut le mettre sur le chat, oui, ils vont partir très rapidement les 5 jouets, donc dépêchez-vous, parce qu'il n'y en a que 5. 100 €, c'est plus de la moitié, enfin, ou la moitié du prix de l'objet, donc c'est une affaire, ne la loupez pas. Alors donc, désolé de ne pas avoir répondu de manière plus précise. Sur ce type d'opération, par exemple, oui, bien évidemment, on va pouvoir traquer. Sur des opérations, lorsqu'on offre des bons d'achat de 25 € pour l'achat d'un robot, on peut traquer aussi. On peut traquer systématiquement tout ce qu'on propose comme offre, évidemment sur Joe, hein, qui est notre programme de feed premium, qui d'ailleurs intéresse beaucoup, là, ça nos fournisseurs l'ont bien compris. Nos fournisseurs, entre guillemets, se battent pour faire des opérations avec ce Joe, parce que, en fait, ça génère finalement des points de fidélité et donc des bons, mais quand le client a acheté le produit. Donc on pourrait très bien lancer une opération avec un partenaire qui fabrique des produits chimiques qui s'appelle Bérol, par exemple, pour traiter un bassin, et dire à nos clients Joe qui ont fait le choix du produit Bérol comme préférant, comme leur préférence dans l'appli, on leur envoie des bons de réduction. Et là, évidemment, on est capable de traquer quel est le client qui utilise son bon, s'il l'utilise ou pas. Et les fournisseurs aiment ça parce que quand on dit à un fournisseur, passe-moi 100 000 balles, je vais faire une opération marketing, c'est difficile d'en mesurer les retombées. Là, s'ils nous donnent 100 000 balles, c'est que nos clients ont dépensé 2 millions, quoi. Et donc, c'est plus facile à obtenir. Donc sur le web, ça reste immesurable à ma connaissance, et c'est pas grave. De toute façon, il nous faut un site web le plus performant possible. Et d'ailleurs, on l'a refondu cet été le nôtre pour permettre justement d'être plus évolutif, on va dire, et être capable d'accompagner la croissance de l'enseigne. Donc au final, l'indicateur à suivre pour la complémentarité, c'est la réussite groupe en fait. Hein. La réussite groupe, après évidemment, on suit les indicateurs du web, hein, le panier moyen, le taux de conversion, et puis on lance des campagnes sur la base de ces indicateurs avec des produits de market automation. Mais c'est faire le lien entre le web et le physique, c'est toujours assez compliqué. On sait pour un client donné ce qu'il a acheté sur n'importe quel canal, mais pour autant dire que dans le parcours client, on est certain que 100% des clients qui ont acheté en magasin l'ont démarré sur Internet, ça, celui qui a la solution, je veux bien lui acheter. Hein. Olivier, spécifiquement, du coup, pour la partie centres commerciaux, il y a des indicateurs. Ah oui, on en a 2. Okay. Le chiffre d'affaires et le trafic. Juste quand même quelques évolutions, parce qu'on a beaucoup parlé de la crise et autres. 2019, finalement 2022, aujourd'hui on a perdu à peu près entre 15 et 20% de trafic, parfois un peu plus. On voit que ça revient là, les clients reviennent dans nos centres commerciaux. Plusieurs raisons. Alors, on a perdu peut-être une clientèle qui n'était peut-être pas forcément la plus intéressante, qui venait se balader dans le centre commercial. Aujourd'hui, on voit, à travers les paniers moyens, globalement, on était à 22 € en ratio en 2019, on est à 27 en 2021. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une évolution, les gens viennent moins souvent, mais ils dépensent plus. Donc moi, ça me va très bien. Alors c'est vrai que c'est quand même un indice très important, la fréquentation, pour un centre, puisque ça donne aussi la dimension et la qualité du centre. Mais avant tout aussi, aujourd'hui, quand on parle d'expérience, c'est-à-dire que les commerçants, après crise d'ailleurs, ils avaient la banane. Hein. Moi, je les ai vus, quand on a rouvert, ils étaient heureux, contents, ce qui est quand même pas la qualité première d'un commerçant. Et donc du coup, on voit bien qu'il y a eu une expérience aussi qui a été vécue avec les consommateurs à partir de ce moment-là. Mais oui, 2 données principales pour nous qui sont la fréquentation et le chiffre d'affaires. Aurélien, tu as quelque chose à ajouter sur les indicateurs? C'est un peu non, plus... ouais, c'est plus indirect. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a... Ah, super.
Bonjour, plutôt une question donc pour Nicolas Olivier. Un des moments désagréables quand dans le commerce, c'est le moment où on passe à la caisse. En plus, quand il y a de l'attente, c'est pas le moment le plus fun. Depuis très longtemps, on parle du vendeur connecté qui se balade dans la boutique avec une tablette ou un TPE et qui permet de faire le check-out dans les rayons pour éviter justement l'attente et la queue à la caisse. Est-ce que c'est que j'ai jamais vu ça nulle part, mais j'ai beaucoup vu dans les médias qui parlent de commerce et d'e-commerce. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, réalisable, qui se fait, qui a été testé? Alors, j'ai un exemple qui est arrivé dernièrement dans le centre commercial où oui, il n'y a pas de TPE. C'est-à-dire que les retailers vont à la rencontre. Alors là encore, c'est une notion d'expérience originale. Ils vont à la rencontre du client pour procéder au paiement. Voilà. J'en ai pas 15 000, j'en ai un et c'est arrivé dernièrement, donc ça tombe bien. C'est l'enseigne Jimmy Fairley qui vend des lunettes et qui vient d'arriver sur le centre commercial Blagnac. Alors nous, on n'y est pas. On y réfléchit, évidemment, comme tout le monde, mais c'est compliqué techniquement parce que le système de caisse, c'est quand même un système assez sensible dans le retail. Il ne peut pas tomber en panne, surtout pas quand il y a du monde. Donc ça met en place, ça met en jeu des technologies qui ne sont pas aussi évidentes qu'on peut l'imaginer. On est souvent tributaire des choix technologiques qu'on a fait en magasin sur la partie système de caisse. Alors, si on pouvait accepter qu'un système de caisse était en mode déconnecté et fonctionne que quand il y a du signal Internet, ce serait hyper facile. Et depuis longtemps, on aurait nos vendeurs en rayon avec leur téléphone ou leur tablette. Mais il y a beaucoup de retailers, on en fait partie, qui ne peuvent pas faire cette impasse, quoi, hein. Et donc avoir un système qui, même s'il n'y a plus de connexion Internet, continue à fonctionner pour pouvoir encaisser. Surtout quand on fait son chiffre sur 3 mois dans l'année quasiment, ce qui est notre cas, c'est hyper saisonnier. Donc la caisse, c'est quasiment c'est un système sensible. Néanmoins, on y travaille quand même, parce qu'il y a des technologies qui existent, mais qui sont pas données. Mais on va y arriver, parce que le coût de ces technologies diminue, parce que on a, comme beaucoup d'autres, beaucoup repensé nos systèmes d'information. Et donc, voilà, c'est souvent basé sur des technos qui permettent de faire communiquer les systèmes entre eux beaucoup plus rapidement. Il y a des EPI, des API, des web services, tout ça. Donc, petit à petit, les migrations vers des systèmes beaucoup plus agiles permettent de faire appel à ce type de technologie. Mais nous, chez Jardin, il faudra encore attendre peut-être 1 ou 2 années avant d'en être là. Peut-être une dernière question pour conclure. Profitez-en si vous voulez du conseil et des retours de la part de ces intervenants. Oui ? En pleine réflexion. Est-ce que vous voulez le micro ? Est-ce que pour faire revenir les gens en magasin, vous pensez à un facteur prix ou un facteur prime à la présence, prix ou incitation, bon, des choses pour remettre le physique en avant, ou est-ce que c'est pas pertinent aujourd'hui? Je sais pas. J'y vais, je me lance. À travers un programme de fidélité, justement, je l'évoquais tout à l'heure, mais vous pouvez gagner 50 € par semaine et 150 € par mois en justement participant, en scannant vos tickets de caisse. Dès lors, vous avez plus de chances de gagner. Donc voilà comment on peut répondre. Ça, c'est pour le centre commercial. Bien évidemment, les offres sont des éléments importants. Aujourd'hui, nous avons développé fortement les partenariats avec nos enseignes pour qu'on puisse mettre en avant leurs offres. Et donc ça, c'est aussi avoir de l'échange. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir participer à une campagne de communication avec nous. En contrepartie, ils vont proposer des réductions. Ils vont faire gagner sur une opération un produit. Voilà, donc franchement, il y a une vraie dynamique aujourd'hui pour le consommateur qui est de dire venez chez nous et vous allez vivre une expérience, mais aussi vous allez bénéficier de prix, parce que une des premières raisons de venue aussi, c'est l'offre, bien évidemment, et derrière, c'est le prix, notamment dans un contexte inflationniste comme nous allons vivre actuellement. C'est vrai que c'est une période qui est compliquée quand même. On vit une espèce de succession de crises là, que personne n'a jamais vécu avant nous.
entre la guerre, la crise sanitaire qui n'est pas terminée, l'inflation, la crise énergétique, la crise climatique, le télétravail, disent certains. C'est un Attention fléau sur pour les certains. matériaux. Oui, les appros rendus compliqués. Tout ça fait que on avance quand même dans le brouillard, les yeux fermés. C'est compliqué d'y voir clair, mais on va mesurer la fréquentation et on va essayer d'être le plus, j'ai envie de dire, original possible, créatif possible pour faire revenir les clients, ça c'est sûr. Et je pense que c'est souvent des périodes, on dit, les périodes de crise où on invente des trucs. Il pourrait bien qu'on invente des trucs l'année prochaine. Parce que quand même angoissant ce qu'il y a devant nous. Donc j'espère me tromper. Mais après des années folles en ce qui nous concerne, voilà, on sent quand même que ça va être compliqué. Donc voilà, je pense à l'expérience. Tu l'as dit aussi, le facteur humain. Les gens ont quand même besoin de parler à quelqu'un, d'avoir des vrais conseils, de le regarder dans les yeux, de sentir. C'est encore plus vrai quand on achète des objets qui sont chers. Pour un caleçon à la limite, mais un spa, c'est voilà. Moi, je vous conseille pas d'acheter un spa sur Internet, par exemple. Allez voir, regardez, faites-vous conseiller, et essayez-le même. Un peu comme une voiture, encore que certains achètent leur voiture sur Internet. Vous connaissez le modèle. Les spas Éric Jardin, vous ne les trouverez pas sur Internet. Ah, c'est l'exclusivité magasin. Oui, on a notre marque propre, on va dire. Donc ça évite justement le grand fléau des gens qui se rendent en magasin pour avoir les conseils et qui ensuite sur Internet tapent où je peux avoir le même truc que j'ai vu, le moins cher possible. Voilà. Ça, c'est pas possible chez nous, c'est dommage. Mais... Pour résumer, le Figital, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment le centre, c'est l'expérience client. On parle même de commerce total, en fait. C'est un mot que j'entends de plus en plus, en fait, dans tout ce qui est presse autour du e-commerce. On espère que ça va bien se passer pour les années à venir et ça va certainement donner lieu à de nouvelles pratiques, de nouveaux usages et beaucoup d'inventivité, on l'espère. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci. Et merci aux auteurs. Merci à toi.